s'est réveillé aujourd'hui sur la nouvelle du retour au pouvoir à la tête de la première puissance mondiale de Donald Trump. Si cette issue du scrutin américain était inattendue dans une certaine mesure, le monde ne ferait pas pour autant un saut dans l'inconnu. Le chef de l'État, M. Ahmadine Tebboune, a félicité aujourd'hui dans un message son homologue américain, M. Donald Trump, à l'occasion de son élection. Monsieur Trump, président des États-Unis d'Amérique, j'ai le plaisir de vous adresser à l'occasion de votre élection à la présidence des États-Unis d'Amérique, au nom du peuple et du gouvernement algérien, et en mon nom personnel. Mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur dans l'accomplissement de vos hautes missions, a écrit le président Tebboune dans son message de félicitations. Je saisis cette occasion pour rappeler la profondeur des relations d'amitié historiques qui lient l'Algérie et les États-Unis d'Amérique et saluer la dynamique positive que connaît le partenariat bilatéral dans différents domaines, exprimant par là même ma volonté de travailler de concert avec vous en vue de les promouvoir vers de plus larges perspectives au mieux de nos intérêts communs, a ajouté le chef de l'État. Donald Trump a les idées tranchées sur toutes les questions internationales qui comptent. Et comme lors de son premier mandat, rien ne dit qu'il ne les traduira pas en actes dès qu'il aura pris possession du bureau ovale de la Maison-Blanche. L'une des promesses phares du revenant Donald Trump est de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Pour l'Algérie, le retour de Trump aux affaires à la tête de la plus grande puissance de la planète ne va certainement pas impacter la relation bilatérale, mais aura des conséquences certaines sur au moins quelques dossiers, la Palestine et le Sahara occidental. C'est tout sauf une bonne nouvelle. Deux dossiers qui sont le fer de lance de la diplomatie algérienne. Rappelons-nous que la fin du premier mandat de Trump a été marquée par la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, qui a ouvert la voie à d'autres pays européens pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Trump n'avait pas donné trop d'importance à l'Algérie durant son mandat, y compris sur le plan des investissements économiques. L'implication militaire américaine aujourd'hui au Sahel a été largement réduite, ce qui a profité aux Russes. Trump est connu pour être plutôt une sorte de nationaliste USA d'abord. Nous débattrons avec nos invités de l'élection de Donald Trump à la tête de la première puissance mondiale et les conséquences de sa réélection sur l'Algérie, juste après cette petite intro. Donald Trump revient au pouvoir. Quelles conséquences sur l'Algérie? C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik Saad. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Barakallahu fik, marhaba bik. On aura le plaisir aussi d'accueillir Dr Farid Ben Yahya, spécialiste en relations internationales. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone je pense, depuis Alger. Donc Dr Farid Ben Yahya, je pense qu'il est avec nous, mais il n'est pas prêt. Il sera donc avec nous dans cette émission. Adel Khalef, je vais commencer cette émission avec vous. Donc, droit dans le vif du sujet, si on peut dire, cette réélection de Donald Trump. Donc, comment peut-on la lire, Adel Khalef? Écoutez, comment peut-on la lire?
il y a une lecture qui est qui était plus ou moins visible. Je pense que la réélection, plutôt le retour aux affaires de M. Donald Trump n'est pas une surprise. C'est quelqu'un qui est caractérisé par une très grande motivation. C'est quelqu'un qui croit très très fort dans ses ambitions, en ses idées. C'est quelqu'un qui a toujours été un grand manager en tant que chef d'entreprise ou même quand il était déjà au pouvoir. Il y a de cela déjà 4 années. De toute évidence, son retour va représenter une grande redistribution des cartes à l'échelle mondiale, précisément sur le côté diplomatique. Mais je pense que ça va impacter beaucoup plus un aspect beaucoup plus, on va dire, géostratégique. Beaucoup d'événements vont avoir lieu l'année prochaine, notamment avec la Russie, avec la Chine, mais le Moyen-Orient surtout, et l'Afrique du Nord, qui restera quand même un des sujets, je pense, sur lequel le président américain élu se penchera, et ceci aura un impact direct sur notre pays, bien évidemment. Très bien. On va revenir bien sûr sur l'impact de cette relation. Il y a un retour, je pense. Il y a un retour dans l'oreillette. L'impact, des relations, de cette relation, de cette réélection, de Trump aux États-Unis. L'impact, bien sûr, de cette réélection sur nos relations, surtout avec l'Algérie. Dr Farid Ben Yahya est avec nous, spécialiste en relations internationales. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Dr Farid Ben Yahya, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir à vous, donc à nos chers auditeurs et donc à vos invités aussi. Très bien. Une question très, très rapidement, Dr Farid Ben Yahya, avant bien sûr d'entamer la question des relations avec l'Algérie, en particulier avec la réélection de Trump. Comment peut-on lire cette réélection de Trump à l'échelle internationale, bien sûr, et surtout par rapport à ce qui se passe dans le monde, cette guerre en Ukraine, ce qui se passe aussi en Palestine, à Gaza? Votre réaction? La première des choses, il faut savoir que Donald Trump a réussi, donc a mis une stratégie d'influence. Donc cette stratégie d'influence auprès de ses électeurs, auprès de plusieurs États, le Nevada, donc le Kansas, donc pas mal d'États, Philadelphie, etc. Donc il a essayé de faire un distinguo entre je dirais, l'éthique et le moral, et la morale. Donc c'est ça sa force. Et Trump, il a bénéficié de quelque chose qui est bien, c'est-à-dire que les démocrates, donc pourquoi Joe Biden a réussi? Parce que quand même, Barack Obama a fait 2 mandats et il y a une bonne partie du peuple américain qui a respecté, qui avait de bons choix sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, etc. Donc, je dis que Obama a fait du bon travail. Automatiquement, le numéro 2, je dirais son vice-président, a eu le soutien total de Obama pour réussir ces élections. Il a réussi. Néanmoins, je dirais le mandat de Biden était négatif par rapport aux Américains. Et c'est pour cette raison-là que je dirais que Donald Trump a réussi. Donc, il a eu 270 parmi les grands électeurs. Donc, peut-être qu'il va arriver à 291. Kamala Harris, donc 223. Et c'est pour ça qu'il y a, je dirais, la chute des démocrates. Les démocrates n'ont rien compris parce qu'ils ont vu aussi que l'État profond, les agriculteurs, donc les personnes qui ont la morale, qui véhiculent, je dirais, les traditions évangélistes, un peu conservateurs, ils voyaient en Trump le sauveur des États-Unis. Pour l'Algérie, je dirais que Trump, entre l'Algérie et les États-Unis, nous avons, je dirais, des relations d'un respect.
Les Américains savent très très bien qu'ils sont conseillés par les plus grands conseillers, je dirais, du Pentagone, aussi donc de la Maison Blanche, des grands sénateurs américains, qu'il faut toujours garder l'Algérie comme ami des États-Unis, même s'il y a, je dirais, une différence dans la vision géopolitique et géostratégique et dans certaines positions internationales. Trump, je pense que pour l'instant, son but, je pense qu'il va s'orienter d'abord vers de chercher d'abord à gagner la confiance et un peu de ses concitoyens. Il va essayer de balayer, je dirais, au niveau des États-Unis, beaucoup de personnes qui occupent des postes un peu clés au niveau de la justice, des finances, de la santé, etc. Donc, il va mettre un peu de l'ordre. Et puis, il va revoir l'établissement américain, parce que l'établissement américain était géré un certain temps par des richards, je dirais, américains, par le high-tech aussi, qui est très influent au niveau des États-Unis, parce qu'il y a d'autres, je dirais, d'autres lobbies qui sont qui travaillent dans l'ombre, etc. On constate avec la venue de Elon Musk, c'est une nouvelle génération. C'est une nouvelle génération de milliardaires. C'est une nouvelle génération qui a une nouvelle vision sur le monde, comment il doit être géré, sur les États-Unis, sur pas mal de choses. Et je dis que l'établissement américain a vieilli. Les vrais décideurs de l'établissement, il y a des gens qui ont disparu ça fait pas longtemps, d'autres qui sont devenus un peu vieux, d'autres, leur méthode n'influe plus. Ça veut dire qu'il y a un basculement entre l'ancien établissement, c'est une migration, c'est comme deux systèmes informatiques. Il y a un système qui était là, qui donnait, je dirais, de bons résultats, et puis on voit que ce système informatique ne donne pas assez de bons résultats, donc on va créer un nouveau système et on va faire migrer les bonnes choses vers le nouveau système. C'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire nous allons vers un nouveau établissement. Est-ce que l'ancien établissement va laisser les choses se faire? Je ne sais pas, c'est un point d'interrogation, parce que Trump reste toujours un président quand même, entre parenthèses, qui n'est pas uniquement politique, mais c'est quelqu'un qui est connu dans les médias, c'est quelqu'un qui est connu dans le cinéma, qui est connu dans la télévision, c'est-à-dire c'est une star américaine en quelque sorte, plus son parcours politique. Et en outre, les Américains ont soutenu lorsqu'il a eu, je dirais, les grandes difficultés avec la justice américaine, lorsqu'il avait tout le monde qui était derrière sur le dos. Donc, il avait, je dirais, des Américains qui le soutenu. Et c'est pour ça, c'est cette force de caractère qu'il a poussé vers l'avant. Et je pense qu'il a aussi des soutiens au niveau de l'administration américaine. Et ces soutiens-là, je dirais, il y a des conservateurs aussi aux États-Unis qui ne veulent pas de cette nouvelle Amérique qui soit, je dirais, open à travers le monde entier. Ça, c'est le premier point. L'autre point, je pense qu'il va s'orienter vers la Russie, parce que, bon, les Arabes, je pense que le monde arabe va être sa dernière, je pense, décision. C'est beaucoup plus, il va s'orienter vers la Russie pour essayer de gagner ou de regagner la Russie, la confiance. Je pense qu'il y aura un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump durant l'année, premier trimestre de l'année 2025, pour essayer de pallier aux contraintes qui existent au niveau de la guerre de l'Ukraine, de chercher une solution. Et ils vont appeler Volodymyr Zelensky, voilà, qu'il accepte certains partages, certaines orientations politiques américaines, et de mettre l'Ukraine comme un tampon au niveau de la région. Peut-être qu'il va faire un peu de pression aussi au niveau du Moyen-Orient, sachant que le gouvernement de Benjamin Netanyahu au niveau de l'Israël, il est pro-Trump, et Trump, bon, il a aussi des contraintes. Est-ce qu'il va se tenir totalement comme il a fait Biden? Je pense qu'il va chercher une solution médiane. La solution totale je dirais, au gouvernement Netanyahu, c'est un suicide pour le peuple juif, et aussi pour l'administration américaine. Je pense très bien. Et puis, très bien. Au fur et à mesure, restez avec nous, docteur Ben Yahya. Docteur Farid Ben Yahya, je vais vous rendre la parole, parce que on va revenir, puisque vous avez parlé de cette relation et les conséquences aussi de cette réélection de Donald Trump sur notre pays, sur l'Algérie. Rappelons donc les positions de l'Algérie par rapport donc à la guerre en Ukraine, mais aussi la décision de Trump de reconnaître donc le Sahara occidental comme territoire marocain, juste à la fin
de son premier mandat. On va écouter dans ce petit passage donc Abdelmajid Tebboune, ces déclarations ont été faites pendant sa visite en Russie avec Poutine. وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حلحلة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا استخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله مثل الجزائر فإحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا وشكرا. Voilà donc les déclarations d'Ahmadou Tebboune. Mais aussi, on va écouter dans cette petite vidéo aussi les déclarations d'Ahmadou Tebboune aussi, mais pendant la visite de Blinken, le secrétaire d'État américain, à Alger. En ce qui concerne bien sûr l'arbitrage des États-Unis d'Amérique dans tous les conflits internationaux, dans toutes les... Nous sommes pour. Nous sommes, vous savez, peut-être nous sommes des rêveurs peut-être, mais on rêve d'un monde plus équilibré, d'un monde où la liberté est mieux défendue, d'un monde où nous faisons ce que nous pouvons avec nos moyens. Et dans notre environnement, parfois on est compris, parfois on est incompris. Voilà, donc vous avez écouté Ahmadou Tebboune dans ce passage. Adel Khalef, je reviens à vous. Dans ces deux passages qu'on a montrés, bien sûr, beaucoup d'observateurs vous diront qu'il y a une incohérence des positions de l'Algérie, de sa diplomatie aussi, de sa vision du monde. Qu'est-ce que vous en pensez et comment cette élection de Trump peut avoir des conséquences sur notre diplomatie et surtout avec notre relation avec la première puissance mondiale? Écoutez, effectivement, il y a un peu d'instabilité dans les propos de notre diplomatie, parfois qui sont portés par le président de la République, parfois qui sont portés par d'autres personnalités. Moi, je pense que le problème essentiel aujourd'hui en Algérie, dans notre pays, Bledna, malheureusement, c'est que nous n'avons pas, je l'ai mentionné, je pense, la dernière fois que j'ai eu le plaisir d'être votre invité, l'Algérie n'a pas donné beaucoup d'importance à notre veille économique qui doit être pilotée par nos services de renseignement. Vous savez, un pays, une nation qui n'a pas de services de renseignement solides, surtout à l'international, avec une capacité de récupération d'informations afin de pouvoir anticiper les événements. Parce que quelle est la force des services de renseignement? D'abord, quelle est leur première caractéristique? C'est l'anticipation. Donc, nous n'avons pas de veille économique et, ma foi, malheureusement, j'ai pas très envie de le dire, mais c'est le cas, nous n'avons pas beaucoup de veille diplomatique, c'est-à-dire on ne voit pas les choses arriver. Pardonnez-moi. Je pense que ce qui se passe actuellement va avoir un impact un peu particulier. Je suis un peu d'accord avec votre invité qui a mentionné il y a quelques minutes de cela que le premier trimestre 2025, votre invité a mentionné qu'il y aurait éventuellement une rencontre entre Trump et Poutine. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça, c'est une vision qui est très juste. Par contre, il y a un élément qui est très important. Il ne faut pas oublier. J'attire l'attention de tout le monde par rapport à ce point-là. Il ne faut pas oublier que pendant la campagne présidentielle américaine, le président russe Poutine avait jeté son dévolu sur Kamala Harris. Ça, c'est un tournant qui est très important. Et vous voyez, aujourd'hui, il a parié sur le mauvais cheval. Et croyez-moi, le fait d'avoir endossé Kamala Harris n'a pas beaucoup plu à Donald Trump. Vous avez vous-même mentionné, au début de votre intervention, que Trump avait annoncé qu'il avait l'intention de résoudre le problème russo-ukrainien. Absolument. Et ça, c'est très juste. Bon, lui, il avait mentionné 24 heures.
Bon, alors moi je vais vous dire, 24 heures vont se transformer en une durée un peu plus longue. Pourquoi? Parce que, vous savez, Poutine aujourd'hui, certes, il ne va pas exclure l'opportunité de rencontrer Trump. Les deux hommes se connaissent très bien. Les deux hommes se respectent beaucoup, les deux hommes s'apprécient, mais encore une fois, Poutine a jeté son dévolu sur Kamala Harris. Donc Trump va partir avec une idée un peu différente de Poutine. Les discussions vont être un peu difficiles. Je pense que Trump va mettre l'axe beaucoup plus à court terme sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Pourquoi? Les conflits qu'il y a actuellement à Gaza, entre le conflit donc israélo-palestinien, c'est un conflit qu'on voit comme ça, avec, vous savez, ces histoires de Hamas et ces histoires d'attaques sur Israël, etc. Pardonnez-moi. Tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux. En fait, la réalité, c'est quoi? Vous savez qu'au large de Gaza, il y a des réserves de gaz extrêmement importantes, qui permettront donc à ceux qui peuvent les contrôler d'avoir un poids très important dans la région. Il y a un deuxième point qu'il faut mentionner. Vous savez, Trump, pour lui, l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie, c'est un tout petit dossier. Pour lui, ce n'est pas un dossier important. Trump, aujourd'hui, a deux grandes priorités. La première priorité, c'est le conflit israélo-palestinien. Il faut régler ça. Et de façon à ce qui arrange leurs intérêts à eux, c'est-à-dire ne pas délaisser les intérêts israéliens par rapport à la région sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique et sur le plan économique surtout. Mais il y a aussi un autre acteur qui est très important pour Trump, c'est la Chine. Vous savez, la Chine, c'est le plus grand exportateur du monde, avec près de 4 trilliards de dollars d'export, ce qui est pratiquement le double des exports américains. Il ne faut pas oublier que la Chine, aujourd'hui, possède pratiquement près de 1 trilliard de dollars dans la dette américaine. C'est-à-dire la Chine a un mot à dire très lourd au niveau de l'économie américaine et au niveau de la dette américaine. Donc, Trump va aller chercher à séduire les Chinois, va aller chercher à surtout aussi en même temps éviter que la Chine ne progresse beaucoup trop, parce que Trump, autant que patriote américain, n'a pas envie de voir que la Chine devienne effectivement officiellement la première puissance économique mondiale. Lui, il est très patriote, il insiste à ce que ça soit l'Amérique qui demeure ainsi. Donc, vous savez, les Chinois, eux, de leur côté, c'est un pays qui ménage le chaud et la chèvre. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que Trump va aller chercher à séduire la Chine, tout en les convainquant de venir plus de son côté que du côté russe. Je pense que nous allons commencer à voir un petit déclin de la Russie, sachant que, vous savez, la Russie, l'année passée, c'était 650 milliards de dollars d'export. Cette année, c'est à peine 450. Il y a 200 et quelques milliards de moins. Pourquoi? Parce que les restrictions à cause du conflit avec l'Ukraine. Donc, tout ça, c'est des éléments qui font que Trump va chercher à récupérer la Chine de son côté. Et il y a un élément très important par rapport à ça. Sachez que la Chine a des intérêts très importants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La Chine a beaucoup d'investissements au Maroc. Mais surtout, la Chine a déjà lancé son idée d'investir à la reconstruction de Gaza. Donc, il y a une pierre angulaire qui est en train de tourner là-bas, où toutes les cartes sont redistribuées. Donc, Trump va aller partir là-bas comme quelqu'un qui va chercher de réguler la situation, apporter un maximum d'avantages pour ces pays partenaires. D'abord, Israël, la Chine, le Royaume-Uni, qui d'ailleurs, je vous annonce, le Royaume-Uni, malheureusement, va bientôt annoncer son alignement sur Paris par rapport au Sahara occidental. Voilà. Mais là, Adel, j'aimerais rebondir, Adel, si vous le permettez, c'est que vous avez dit que l'Algérie n'est pas un gros dossier par rapport donc, aux États-Unis, aux USA, mais le contraire est juste, si on peut dire. L'Algérie voit de très près ce qui se passe aux États-Unis, surtout cette réélection de Donald Trump. Et on sait très bien ce qui s'est passé pendant son premier mandat, c'est cette reconnaissance du Sahara occidental comme territoire marocain. Comment vous voyez maintenant les choses évoluer sous donc ce deuxième mandat de Trump? Et là, je parle bien sûr de la relation avec l'Algérie. Écoutez, de toute évidence, Trump ne va pas changer de position, sa position elle est intacte. Lui, il a opté pour le Maroc, la France l'est aussi, la Grande-Bretagne bientôt. Je pense que Trump va maintenant démontrer que l'Algérie est dans une position un peu fragile. Pourquoi? Je pense qu'il va jouer un jeu qui est diplomatiquement très fin, mais comme votre invité a mentionné tout à l'heure,
il y a de nouvelles têtes pensantes dans le cabinet de Trump. Malheureusement, ce n'est pas le cas de l'Algérie, parce que si nous avions des têtes pensantes en Algérie, on aurait contré tout ça, on aurait vu le tsunami arriver. Donc, pour répondre à votre question, je pense que ce qui va se passer à court terme, Trump va régulariser le problème russe-ukrainien. Pourquoi? Parce que les États-Unis vont contrôler tous les exports. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis exportent beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole. Ce n'est pas le plus grand exportateur, c'est le plus grand producteur, mais ils ont la capacité à long terme. Donc ça va donner du poids à Trump, surtout s'ils arrivent à régler le problème qu'il y a du gaz en offshore à Reza. Ça va changer complètement la configuration et ça va faire de l'Algérie un petit distributeur de gaz dans la région, parce qu'à Reza, il y a plus de gaz qu'en Algérie. Donc ça va impacter la position de l'Algérie, parce que l'Algérie ne pourra plus jouer sur ses leviers d'export de gaz, etc. Le problème, c'est que l'Algérie importe la matière première de sa petite production industrielle que nous avons aujourd'hui. Et les matières premières sont indexées directement sur la spéculation boursière. Et ils sont contrôlés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ces institutions-là sont sous le contrôle des États-Unis d'Amérique. Donc, Trump va littéralement, à court terme, je dirais 6 mois à 12 mois, faire en sorte à ce que le coût des hydrocarbures chute en flèche. Ça va faire chuter et fondre les recettes de l'Algérie. Et vu que nous n'avons pas d'économie solide pour pouvoir frapper du poing vers l'international, je pense qu'il va y avoir un balai diplomatique où l'Algérie sera obligée bientôt d'accepter d'être un peu plus flexible. Je ne dirais pas qu'ils vont rétablir les relations avec le Maroc, mais je pense que l'Algérie devra faire beaucoup de concessions dans un futur très proche, et ça ne va pas faciliter notre position diplomatique, et encore une fois, parce que nous n'avons pas de force économique. Donc Trump va se pencher, 1, sur le Moyen-Orient, 2, la Russie et l'Ukraine, et ensuite il va se pencher sur la région d'Afrique du Nord, et encore une fois, l'Algérie sera diplomatiquement et économiquement, j'aime pas le dire, mais un peu à la merci du pouvoir américain. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. Docteur Farid Ben Yahya, vous avez entendu donc l'analyse de Adel Khalef. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout sur la question, bien sûr, du Sahara occidental? On sait que l'Algérie, c'est son fer de lance, si on peut dire, par rapport à sa diplomatie, et on connaît très bien la position de Trump par rapport à cette question. Votre réaction? Enfin, avec tout le respect que je dois à votre invité, c'est Abdel Khalek, mais je ne partage pas totalement cette vision-là, pour la simple raison que je respecte, mais je pense que l'Algérie ne changera pas d'un iota sa position politique vis-à-vis du dossier du Sahara occidental. C'est-à-dire que, quel que soit le président qui va arriver, nous avons vu des dizaines de présidents qui sont arrivés à la tête de la Maison-Blanche, et notre position restait ferme. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé de position. Esmahli, docteur, je m'excuse, je vous ai interrompu. Mais la question qui se pose là, ce n'est pas la position de l'Algérie, c'est les autres pays qui sont en train de changer leur position et qui affaiblissent la position de l'Algérie. D'accord. Le dossier actuellement se trouve au niveau des Nations Unies. D'accord. Même l'Union européenne, la dernière fois, a émis, je dirais, des réserves très importantes vis-à-vis des contrats qui ont été signés entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne pour la pêche et pour l'exploitation des terres au niveau du Polisario. Parce que, pour la simple raison qu'ils disent que cette terre-là est en conflit et le dossier se trouve auprès des Nations Unies, il faut qu'il y ait un référendum, c'est-à-dire il y a Mistura qui va encore reprendre la mission, je dirais, de la MINURSO, et les choses vont continuer comme ça. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas, je ne pense pas que, même si Trump est à la tête de la Maison-Blanche, qui peut imposer quoi que ce soit à l'Algérie vis-à-vis de ce dossier-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même si l'Angleterre, parce que même entre nous, l'Angleterre et la France se tenuent, donc ils soutiennent plutôt le royaume du Maroc vis-à-vis de ce dossier-là d'une manière indirecte, et même les Américains. Mais ils n'ont pas, je dirais, pu faire sortir, je dirais, leurs cartes parce qu'il y avait des intérêts de part et d'autre. Actuellement,
Trump, c'est vrai qu'il a fait un tweet concernant le Sahara occidental pour dire que cette terre fait partie du royaume chérifien et en outre c'est le royaume du Maroc. Et en plus, les Français, la position de Macron a changé, la position du Premier ministre espagnol. Est-ce qu'ils veulent en finir avec ce dossier? Mais la chose qui les inquiète le plus, est-ce qu'on va vers une solution, parce qu'il y a un problème politique, on doit avoir une solution politique au problème politique. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une négociation au niveau des Nations Unies, etc., référendum, etc. Mais si il y a ces pays-là qui vont reconnaître, je dirais, que cette terre appartient totalement au royaume du Maroc, eh ben, le Polisario, il a une armée, c'est vrai qu'il contrôle uniquement 20% des terres du Sahara occidental, mais est-ce qu'il va reprendre, c'est-à-dire totalement les armes, et ça va être un conflit au niveau de cette région? Est-ce que les Américains vont se permettre d'avoir un conflit avec les organisations, je dirais, djihadistes qui existent au niveau du Sahel, etc. Et ça va être, je dirais, une bombe à retardement pour déstabiliser, je dirais, toute la région, y compris l'Europe. Donc il y aura des intérêts très importants et peut-être même au niveau, est-ce qu'on peut avoir une autre organisation à l'instar de Houthis au niveau du Bab el-Mandeb qui vont contrôler le Gibraltar, donc Jabal Tarek. Il y a quand même, parce qu'en termes de géopolitique et de stratégie, il faut savoir jouer avec ces terres, parce que c'est une grande partie des échecs, et à la moindre, je dirais, erreur, on peut avoir ce qu'on appelle l'effet domino, de part et d'autre. Je pense que les Américains, Trump a dit ça, mais il n'a pas, je pense, étudié convenablement le dossier du Sahara occidental par rapport aux intérêts des uns et des autres. L'Algérie ne va pas changer de position. Le problème, on cherche une solution politique parce qu'il y a un peuple au niveau du Sahara occidental. On cherche un référendum. Et s'il y aura, je dirais, pression sur l'Algérie, l'Algérie ne va pas se laisser faire. Moi, je suis certain, je connais le système politique algérien, ils ne vont pas se laisser faire, ni avec Trump, ni avec quelqu'un d'autre. Docteur Farid Benihia, est-ce que l'Algérie a les moyens de résister donc à ces pressions, puisque vous êtes en train de dire qu'elle ne va pas se laisser faire? Sachant ce qu'a dit Adel Khalef, beaucoup d'observateurs l'ont soulevé aussi. C'est le recul de la diplomatie algérienne. On n'arrive pas à anticiper. On a parlé des BRICS alors que c'était un échec. Notre relation même avec la Russie, l'Algérie s'est exposée à l'international avec ses positions, avec son soutien à la Russie par rapport donc à cette guerre en Ukraine. Et malheureusement, même avec la Russie, on a eu des moments difficiles aussi, surtout avec ce qui se passe dans le Sahel. Non, écoutez, la France a aussi de bonnes relations avec les Américains et des fois il y a des problèmes entre, je dirais, l'administration française, le président français avec le président américain, donc ça on le connaît, entre l'Allemagne et la France, entre l'Angleterre et la France. Donc, mais ils sont unis, d'accord, je dirais qu'ils sont dans le même bloc. Il y a des choses qui les réunissent beaucoup plus que les divisent, c'est la même chose entre Alger et Moscou, entre Alger et Pékin. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques petits problèmes, mais nous avons des intérêts géopolitiques et géostratégiques qui sont très importants avec la Russie. C'est pas ces petites choses-là qui vont, je dirais, menacer des relations entre les deux pays. Je pense pas, c'est pas ça. Donc, le problème, les Américains savent très très bien que l'Algérie a pris position dès l'indépendance de l'Algérie, lorsque Ahmed Ben Bella a eu une rencontre Ahmed Ben Bella avec John Fitzgerald Kennedy, il a changé de point, il a dit il ne faut pas partir sur Cuba, et ben il n'a pas écouté Kennedy, il est parti directement sur Cuba. Donc la position était claire, ça veut dire que l'Algérie faisait partie du bloc de Tito, de Moscou, de Pékin, du Vietnam, du Venezuela. Ça c'est la position qui est claire, même au niveau du défilé actuellement qu'on a eu, le grand défilé algérien, donc du 1er novembre, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Et ben les invités c'était qui? C'était le fils de Général Diab, la fille de Che Guevara, le petit-fils de Ariandi, etc. Ça veut dire que notre position, notre philosophie politique, elle est claire, c'est-à-dire... Et pourtant, docteur Farid Benihia,
sur cette question, docteur, parce que c'était juste pour éclairer vos idées, pardon. C'est que même sur cette question du défilé militaire, donc du 1er novembre, beaucoup aussi d'observateurs ont fait la remarque qu'il n'y a pas eu beaucoup d'invités de première marque, si on peut dire, de premier rang. Il y a eu deux présidents, Kais Saïd, le président mauritanien, le président ou le représentant du Sahara occidental. Il n'y a pas eu de grande présence, alors que dans les années 70, l'Algérie était vraiment, quand on faisait ce genre de défilé, on avait presque des présidents du monde entier. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie, diplomatiquement, elle n'est pas isolée, on ne va pas dire qu'il est isolé, mais elle a des difficultés? Non, sur le plan diplomatique, c'est vrai qu'on a eu quelques erreurs, qu'on a commis des erreurs durant les années précédentes, ça c'est tout à fait normal. Et qu'on était presque absent, qu'il y avait des gens qui géraient les dossiers algériens, je dirais, pas d'une manière convenable, on ne voyait pas les choses arriver aussi, ça c'est vrai. Quand il y a des think tanks, des stratèges qui font ces études-là, votre invité à parler sur la veille économique, c'est vrai qu'il faut que les services les contrôles, l'économie, il faut qu'il y ait des compétences au niveau des services pour préserver, je dirais, le potentiel, contrôler les marchés, contrôler les cahiers de charges, savoir choisir les prix, etc. Tout ça, parce que l'intelligence économique est très, très importante, je dirais, à travers les États. Et c'est vrai qu'on a une faiblesse sur ce point-là, je le reconnais. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire mieux, c'est-à-dire qu'on peut réorganiser, je dirais, notre veille technologique, notre veille, je dirais, économique, parce que également pour la diplomatie, il faut qu'il y ait une diplomatie, je dirais, à l'instar des années 70, parce qu'il y avait l'âge d'or de la diplomatie algérienne, mais il y avait cet élan révolutionnaire. Mais on a reculé à partir de ces années-là, il faut dire ce qu'il en est. Donc il faut rebondir à nouveau, il faut revoir nos forces, nos faiblesses, parce qu'on a, je dirais, un potentiel qui est très très important et qu'on peut aller au devant des choses. Pour les invités, ce que vous avez dit, l'essentiel pour nous en tant qu'Algériens, c'est qu'il y a un défilé, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'on a une armée qui est très très bien organisée. Quand même, lorsqu'on a vu la marine, c'est-à-dire c'était vraiment quelque chose de, et même l'aviation, l'armée terre, donc et surtout la marine qui m'a vraiment impressionné, donc très organisée, comme l'armée américaine et les autres forces navales de certaines puissances. On a des jeunes qui sont au niveau des forces spéciales qui sont bien entraînés. On a la maintenance, on a l'organisation, on a un capital, je dirais, très très important. Néanmoins, il faut développer maintenant, je dirais, l'industrie militaire parce qu'on ne peut pas rester toujours un importateur de l'armement de la Russie, de la Chine, d'autres pays. Il faut commencer à développer notre propre armement pour être en sécurité totale. Très très bien. Restez avec nous, Dr Farid Ben Yahia. Adel Khalef, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit notre invité, Dr Farid Ben Yahia, il faut rappeler aussi que depuis 2019, l'Algérie a connu presque donc 3 ministres des Affaires étrangères, ce qui aussi dénote de cette instabilité du ministère des Affaires étrangères ou de notre diplomatie. Adel Khalef. Écoutez, oui, absolument. Je pense que ce qui est très important, encore une fois, et je pense que votre invité en conçoit aussi les conséquences et l'importance d'avoir une veille économique, mais voyez-vous, et diplomatique, mais voyez-vous, les problèmes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui sont causés à cause des erreurs qui ont été commises il y a de cela 3-4 années. Donc aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Ce qui est très important aujourd'hui, je rebondis sur un point que votre invité a mentionné aussi concernant l'armement militaire. Il faudrait que l'Algérie se développe sur ce point-là. Oui, il faut se développer, il faut former beaucoup de gens, il faut travailler sur la production. C'est ce que d'ailleurs a fait la Chine. Vous savez, la Chine importait énormément d'équipements militaires depuis la Russie. Maintenant, elle en importe beaucoup moins. Et on en exporte beaucoup plus. Donc ça, c'est une transition. Et ce modèle de transition, l'Algérie devra aussi le vivre. Maintenant, ce qui est très important, vous savez, moi je vous donne des prédictions. Ce que moi je pense, ce dont moi je suis convaincu, mais aussi les informations que je possède, grâce à mon lobby de connaissances ou de contacts par rapport à ce monde géostratégique et économique qui est en train de se redessiner. Moi, je pense que
aujourd'hui, il est impératif, urgent de revoir les notes qui ont été commises sur le plan diplomatique. Il faut rétablir les relations avec les Émirats, les corriger. Il faut rétablir les relations avec l'Arabie Saoudite, les corriger. Il faut rétablir les relations avec l'Espagne et les corriger. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais surtout, il faut revoir ces notes avec la France. Pourquoi? Tous ces pays-là ne jurent que par la politique de Trump. Vous savez, beaucoup de gens se penchent sur les BRICS. L'Algérie a mis $1,5 milliard dans la banque des BRICS tout en souhaitant être membre des BRICS. Ça n'a pas été le cas. Mais vous savez, monsieur, je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens ne savent pas que les BRICS ne sont pas l'invention de l'Asie, ne sont pas l'invention de la Chine, ne sont pas l'invention de la Russie. Les BRICS, c'est quoi? Les BRICS, c'est une invention américaine, c'est une création américaine, c'est un moyen pour les Américains de contrôler l'économie, la croissance économique asiatique, donc y compris l'Inde, la Chine, qui sont les deux plus grands acteurs, parce que la Russie n'est pas un grand acteur économique. C'est vrai que la Russie exporte l'armement, exporte des produits d'agriculture, etc., mais la Russie n'exporte rien comparé à la Chine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Amérique va chercher à récupérer la Chine. Les BRICS ont été inventés par un très grand financier britannique qui a travaillé pour un des plus grands cabinets de la finance, Goldman Sachs, qui s'appelle Jim O'Neill. Jim O'Neill est le père des BRICS. Les BRICS, avant c'était BRIC, B-R-I-C. Il n'y avait pas l'Afrique du Sud qui a été rajoutée en 2009, je pense, en 2010, je ne me rappelle plus, qui a été récupérée donc ensuite par l'Asie. Mais Jim O'Neill, c'est lui qui a lancé avec Goldman Sachs l'idée de mettre en place un dispositif qui s'appelle BRIC, de façon à ce que les Américains, parce que jadis, en 2000, 99, 2000, 2001, quand les BRIC ont été inventés par Jim O'Neill, ils avaient compris que sur les 20-30 prochaines années, c'est-à-dire approximativement maintenant, les marchés les plus émergents allaient être l'Asie. Donc, c'est un moyen très technique et très intelligent pour les Américains de contrôler ce qui se passe en Asie. Et c'est en cours aujourd'hui. Donc, l'Algérie, aujourd'hui, a une position qui est, le monsieur, votre invité, a donné des lignes, moi je donne mes lignes, et qui me concernent et qui n'engagent que moi. Vous savez, l'Algérie, nous avons à peine 70 milliards de dollars de réserves. Ce n'est rien du tout. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, en 2025, le prix de l'énergie, le prix du pétrole, le prix du gaz va tomber en flèche. Donc, l'Algérie va générer beaucoup moins d'argent. Le problème, c'est que l'Algérie s'engage cette année sur un budget à 120 milliards de dollars, un budget qui est pharaonique, mais qui n'a pas de conséquences immédiates. Il aura des conséquences sur 2 ans, 3 ans. Mais ce n'est pas un budget qui a été orienté sur un investissement structurant, mais c'est beaucoup plus par rapport au salaire, beaucoup plus par rapport à la dépense, donc pas par rapport à la création de la richesse. Ça va causer un déséquilibre dans notre balance commerciale, dans notre économie, dans 2 ou 3 ans. Or, si les prix des énergies fossiles, qui représentent 95% des recettes algériennes, chutent, nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement sensible. Si en parallèle, nous avons encore une relation diplomatique exécrable avec plusieurs pays qui, eux, sont en train de regarder du côté du Maroc et non pas du côté de l'Algérie, ça veut dire qu'on a décidé tout simplement de mettre la tête dans la guillotine. Il faut absolument que l'Algérie aujourd'hui revoie ses notes par rapport à sa position, d'abord diplomatique, parce que ce n'est qu'à travers la diplomatie aujourd'hui que l'Algérie pourra revoir son plan économique. L'Algérie, à l'intérieur, on n'a pas les moyens. Moi, je vous le dis, si demain, il y a un plan d'austérité qui existe déjà quelque part, mais qui n'est pas vraiment mis en exergue, mais il y a un plan d'austérité contre l'Algérie sur le plan économique. Tout le monde veut la richesse d'Algérie, tout le monde veut le positionnement de l'Algérie, etc. Mais aujourd'hui, monsieur, un pays qui n'arrive pas à produire ce qu'il consomme est un pays qui n'a pas de souveraineté sécuritaire. On doit régler notre problème à l'intérieur. On doit régler notre problème d'industrie. Vous me parlez que l'Algérie va pouvoir essayer de faire face aux autres pays internationaux, alors qu'en Algérie, aujourd'hui, on n'arrive même pas à régler un problème de café, on n'arrive même pas à régler un problème d'anesthésie dentaire, on n'arrive même pas à résoudre un problème d'automobile, on n'arrive même pas à produire, à fournir suffisamment de denrées alimentaires pour le peuple. Et vous pensez que l'Algérie aujourd'hui a un mot à dire avec force par rapport à la communauté internationale? Très bien. Il faut arrêter de rêver.
Très bien, il faut arrêter de rêver. Docteur Farid Ben Yahya, Adel Khalef a terminé donc son intervention à dire qu'il faut arrêter de rêver. Qu'est-ce que vous en pensez de ce constat? Que beaucoup d'observateurs aussi partagent ce constat, Docteur Farid Ben Yahya. C'est-à-dire que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est pragmatique, d'accord. Donc, pour moi, le rêve, bon, c'est pas de mes habitudes, mais on espère. C'est-à-dire, on espère qu'il y ait de bonnes choses dans l'avenir pour l'Algérie, pour l'humanité. Un petit peu, si je parle actuellement sur l'économie mondiale, il y a, je dirais, un problème qui va se poser d'abord au niveau de l'Europe. Je constate que la France et l'Allemagne sont en chute, je dirais, par rapport aux objectifs, de l'objectif à leur économie. Donc il y a une chute draconienne. Et même il y a un départ massif, il y a une fermeture des entreprises. Est-ce que l'Europe va faire face? C'est-à-dire que pour moi, l'Europe, dans l'avenir, ne passe pas grand-chose, surtout si jamais le président Trump va utiliser la même carte que chacun pour soi. C'est-à-dire que United States first, USA first. C'est-à-dire que les Américains, premièrement les États-Unis, après moi c'est le déluge. Voilà. Et là, c'est une politique qui menace vraiment les Européens qui sont en situation, je dirais, très délicate. Autre chose, on a vu les relations entre l'Algérie et l'Espagne, entre l'Algérie et le Maroc, entre l'Algérie et la France. Les Espagnols, je dirais, ils n'ont pas aimé la politique de Pedro Sánchez. Et l'Espagne a perdu 3-4 milliards de dollars chaque année avec l'Algérie pendant ces années-là. Également pour le Maroc, qui était en train de bénéficier, je dirais, du gaz naturel, de l'électricité, du espace aérien, je dirais, du tarabando entre parenthèses entre l'Algérie et le Maroc, et l'Algérie ferme l'œil. Et actuellement, donc, je pense que le côté ouest du Maroc est en train de vivre la misère, d'accord. Il y a une explosion sociale qui se prépare aussi au Maroc, il ne faut pas oublier ça. Au niveau de la France aussi, la France a beaucoup de problèmes, je dirais, économiques. C'est pas la France, je dirais, des années 70, 80, 90, etc. La France actuellement a beaucoup de problèmes sur le plan politique et sur le plan, je dirais, économique. C'est vrai, ça reste l'Europe, ils ont, je dirais, l'Union européenne qui les protège, mais il y a beaucoup de problèmes de fond. On voit que il y a des problèmes qui vont se poser dans l'avenir. Il y a des choses qui sont pas normales. Il y a changement de cadre, changement de position. La géopolitique mondiale est en train de changer. Votre invité a parlé des BRICS. C'est vrai que les BRICS, c'est une invention américaine, c'est vrai. Mais les BRICS sont l'avenir pour l'humanité, une partie de l'humanité. C'est vrai que pour avoir demain une monnaie des BRICS, une économie totale, faire respecter la loi internationale, ça va prendre quelques années, peut-être une décennie, etc. Mais c'est un chemin à prendre. Il y a des nations, la Russie, c'est pas rien. La Russie, c'est un pays qui est très, très riche en matières premières, pétrole, gaz, diamants, les terres rares, les lanthanides, tout ça. La Chine aussi, c'est un pays qui est producteur, donc c'est une puissance, je dirais, économique et industrielle. L'Inde, c'est un pays qui est en 5e position mondiale, qui va être à 3e position mondiale. L'Arabie Saoudite, qui est membre du BRICS. Les Émirats Arabes Unis, donc il y aura d'autres pays qui vont intégrer cette organisation. Et les Américains, Trump n'est pas roi des États-Unis. Mais docteur Farid Ben Yahya, l'Algérie, bien sûr, on connaît l'échec de l'Algérie donc à adhérer au BRICS. Mais quand vous parlez des problèmes, docteur Farid Ben Yahya, vous parlez de la France, vous parlez de l'Allemagne, et on sait très bien que ces pays, c'est des puissances. Quoi qu'ils ils vont connaître des problèmes, ils arrivent toujours à rebondir parce qu'ils ont le savoir, ils ont la richesse, la technologie est là, ils produisent, ils exportent. Mais quand on parle de notre pays, docteur Farid Ben Yahya, vous êtes en train de parler d'une situation géopolitique qui est très inquiétante. Qu'est-ce que nous sommes dans tout ça par rapport à la gestion de notre pays? Beaucoup d'observateurs disent que l'Algérie n'avance pas dans le bon sens, donc par rapport à tous les domaines. Et là, bien sûr, le nœud de cette
réussite, si on veut dire, c'est la question politique. C'est qu'il n'y a pas une ouverture politique pour essayer de laisser s'exprimer les Algériens par rapport à leurs souhaits, à leurs désirs, donc, mais aussi des Algériens qui peuvent apporter beaucoup à notre pays. Écoutez, avant de vous répondre sur votre question qui est pertinente, je vais vous parler sur l'économie allemande. Par exemple, l'Allemagne, c'est quand même une puissance économique, c'est vrai. Mais avec l'arrivée de la production automobile chinoise, une chute très importante dans les ventes des voitures allemandes. Et si elle continue comme ça 3, 4, 5 années, je pense que pas mal d'entreprises allemandes vont mettre la clé sous le paillasson. On a vu ça avec Volvo, on a vu ça avec Maurice Garage et avec d'autres entreprises, Fiat, etc. Donc demain, peut-être que vous allez voir un Chinois qui va acheter, je dirais, la maison BMW, Mercedes ou Volkswagen. D'accord. Donc il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est la première des choses. Il y a aussi, je dirais, d'autres entreprises allemandes énergivores qui se délocalisent de l'Allemagne vers d'autres pays, en Chine, aux États-Unis, etc. Et c'est pour ça que je dis que l'Europe va vivre une situation très délicate. Pour l'Algérie, nous n'avons pas, je dirais, une vision réelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays. On gère du jour au jour, ça c'est une réalité. Et des fois, on gère d'une manière, je dirais, un travail de pompier. D'accord. Donc il faut faire vite pour stopper ça, etc. Et c'est ça ce qui n'est pas bien. On avait un ministère du plan, bon, on était dans le socialisme, mais quand même, on avait, je dirais, des vecteurs, on avait des matrices industrielles, on avait une certaine, il y avait des étapes, des programmes. D'accord. Donc c'est vrai, on a atteint certains objectifs, mais quand même, on a, tant bien que mal, on a réussi dans certains secteurs, on a échoué dans d'autres, mais on avait le chemin qui est clair. Actuellement, nous n'avons pas un ministère du plan. Ça, c'est quand même des choses. On a dit que le plan, ça fait partie du système socialiste, alors qu'on a constaté que le premier pays planificateur du monde, c'est les États-Unis d'Amérique, sans l'annoncer, c'est les plus grands planificateurs. Et dans tout ça, l'Algérie n'a pas cette vision. Deuxième point, il faut qu'il y ait, je dirais, des stratégies. On parle de l'industrie automobile, etc., il faut qu'il y ait une stratégie industrielle. À ce jour, l'Algérie n'a pas une stratégie industrielle. On parle aussi d'agriculture, on n'a pas une stratégie agricole. Votre invité a parlé pas de la sécurité, elle a parlé de souveraineté. Et c'est vrai, on a besoin de souveraineté sur le plan, je dirais, agricole, sur le plan de l'industrie pharmaceutique, sur le plan de l'industrie militaire, etc. Et dans tout cela, il faut qu'il y ait une veille technologique, une veille économique, il faut qu'il y ait des compétences civiles et militaires qui vont travailler en étroite collaboration avec des think tanks, avec des nouvelles institutions, avec des nouvelles agences qui vont être créées, ou des agences qui existent déjà, donc on va essayer de les remodeler, etc. Donc tout ça, il y a un grand chantier, parce que pourquoi? Il n'y a plus de place pour les pays faibles. Si demain, vous allez avoir un problème, je dirais, une chute draconienne dans les prix du pétrole et du gaz, on risque d'avoir de très sérieux problèmes. C'est une réalité. Barakallahu fik, docteur Farid Ben Yahia. يعطيك الصحة. اسمح لنا docteur parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. يعطيك الصحة. On va essayer de revenir sur ces thèmes bien sûr avec vous docteur Farid Ben Yahia mais aussi avec Adel Khalif. Adel Khalif, 5 secondes juste si vous voulez rebondir parce que on doit rendre l'antenne. On vous entend pas Adel hein? Je suis là, je ne sais pas. Vous m'entendez pas? Tfadal Adel, très rapidement. Alors, on a parlé de la géostratégie, donc on va laisser ça de côté. Je vais vous donner une démonstration, une preuve claire que l'économie et l'industrie algérienne va très mal. Votre invité l'a mentionné. Je vais vous donner des exemples très concrets. 10 secondes, Adel. On va revenir avec beaucoup de détails dans d'autres émissions. Tfadal. Il faut ouvrir le marché, il faut libéraliser les secteurs clés, il faut faire appel aux compétences algériennes qui sont à l'international, leur donner les moyens de venir s'exprimer. Il faut arrêter de réfléchir avec cette mentalité des années 70 qui s'adapte plus, c'est une vision en entonnoir qui est exercée par la présidence algérienne. Il faut s'adapter au monde d'aujourd'hui. Le numérique est la troisième révolution industrielle mondiale. Il faut s'adapter à la diplomatie internationale par rapport à l'économie. Il faut rapidement ouvrir le marché, développer le système bancaire, ouvrir l'Algérie, permettre
aux agences de notation comme Standard & Poor's, comme Deloitte, d'avoir des meilleures notes pour l'Algérie. Il faut séduire les investisseurs étrangers. Il faut ouvrir le marché. Il faut laisser les jeunes, les professionnels qui sont à l'étranger. L'Algérie, elle est armée par ses hommes. Elle n'est pas armée par son pétrole. La richesse de l'Algérie ne se trouve pas sous le sol. Elle se trouve sur son sol. C'est où il faut laisser les gens travailler. Merci beaucoup, Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis London. Merci, Adel Khalef. Merci aussi à Dr Farid Benihia, spécialiste en relations internationales. Vous étiez avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.